Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo podcast bienvenue à bord, puisqu'à l'heure à laquelle je vous parle, les parcs ne sont toujours pas ouverts, donc ça va être un petit peu difficile de faire une actualité de parc d'attractions dans ces conditions. J'ai donc choisi de revenir vers un sujet qui me tient un petit peu à cœur et que je trouve assez pertinent, donc ce serait les attractions Disney qui font peur dans les parcs. Donc au cours de cette vidéo, on va pouvoir donc faire la rétrospective de toutes ces attractions, les plus anciennes, les plus nouvelles, comment ça a évolué, et on va notamment parler d'un âge d'or au cours des années 90, une sorte d'âge d'or de l'attraction de terreur à Disney. Avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. J'ai eu la chance de découvrir Disney très très jeune. Ma première visite, j'avais 1 an et demi, donc autant vous dire que je ne m'en rappelle pas, mais je me rappelle de toutes celles après mes 3 ans. Et Disney, pour un enfant, on va surtout parler forcément du point de vue de l'enfant, mais pas que. C'est avant tout un univers qui est extrêmement palpable et impressionnant. Disney est un univers qui vous sort du quotidien et qui vous propose une multitude d'aventures qui met avant tout en scène des catastrophes, des dangers, des imprévus, de l'action, énormément de choses, des effets spéciaux, c'est tout un ensemble de choses qui sont totalement en dehors du quotidien. Quand vous êtes un enfant et même quand vous êtes un adulte, vos journées sont rythmées par des choses assez calmes, voilà, vous travaillez, vous faites des jeux, vous sortez, mais quasiment jamais vous ne vivez de vraies aventures dans votre vie. C'est très 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 rare des aventures où il se passe des choses absolument extraordinaires, où vous risquez votre vie, où vous partez à l'aventure, explorer des endroits que personne ne connaît, ça n'arrive qu'à Disney. C'est donc un petit peu dans ce contexte que mes premières visites ont été rythmées un petit peu par la surprise et par l'impression faite par ce parc qui me paraissait vraiment très véritable et où justement toutes les attractions pouvaient dans une certaine mesure être vraiment impressionnantes avec un regard d'enfant. Et je parle même pour celles que je ne faisais pas. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais commencer par Space Mountain de la Terre à la Lune que je ne faisais pas quand j'étais petit. Petite anecdote comme ça qui prête à sourire, mais je me souviens que quand mon papa allait faire cette attraction et que je la voyais tomber en panne après, j'espérais vite le voir revenir parce que je me disais mince, s'il fait partie des gens qui sont restés bloqués sur la Lune, comment on va faire pour le ramener? Donc c'est vous dire un petit peu comment on arrive à mettre dans le contexte une ambiance pour vous recréer un sentiment très crédible, où vraiment le merveilleux, le fantastique et tout le danger est vraiment montré de façon à ce qu'on puisse y croire, à ce que ce soit réel et à ce que justement les gens, les enfants se sentent vraiment dans quelque chose de très réel. On va rester dans Discoveryland et je vais vous parler de Chérie, j'ai rétréci le public, qui est une attraction qui m'a vraiment fait très très peur quand je la faisais petit. Non pas que l'attraction ait vocation à vraiment effrayer, mais en tout cas c'est une attraction totalement panique, catastrophe, où rien ne se passe comme prévu, vous êtes visé par le laser qui vous rétrécit, vous êtes attaqué par le serpent du fils de Wayne Szalinski, mais le pire je crois dans cette attraction c'était forcément, et on s'en souvient tous, les souris qui passent sous nos jambes. Ça vraiment c'est le summum de Disney à vous faire croire au maximum à ce que quelque chose ne se passe vraiment pas comme prévu et vienne un petit peu vous attaquer entre guillemets, en tout cas presque vous oppresser. Et donc c'est un petit peu ce genre de sentiment dont on va traiter dans cette vidéo aujourd'hui. La question qui va donc se poser un petit peu à chaque attraction qu'on va traiter, c'est est-ce que c'était moral de le faire comme ça ? Et donc on va commencer très très loin dans le passé avec une des premières attractions Disney qui faisait très peur et qui d'ailleurs fait toujours très peur, c'est Snow White's Scary Adventures ou Blanche-Neige et les 7 nains à Disneyland Paris. Donc c'est une des premières attractions de Disneyland et elle n'a pas beaucoup bougé à l'exception de certaines versions, mais c'était une attraction vraiment dans un univers macabre, très sombre, où on voyait beaucoup plus la sorcière que Blanche-Neige et c'était vraiment très hostile. On peut même mettre Pinocchio un petit peu dans le même panier parce que Pinocchio c'est aussi assez effrayant et en plus de ça Pinocchio c'est vraiment un univers très hostile à l'enfance où l'enfance est sans cesse ciblée par les personnages antagonistes de l'attraction. Mais pour Blanche-Neige on avait aussi la version de Floride qui était la plus flippante de toutes, qui maintenant a fermé pour laisser place au coaster des 7 nains. Et vraiment cette attraction était très effrayante parce qu'on avait affaire à un véritable train fantôme, une attraction qui n'est pas destinée au jeune public, en tout cas pas pour l'émerveiller et pour le dorloter. C'est d'ailleurs toujours le cas, si vous faites l'attraction Blanche-Neige, en tout cas à Paris, vous avez un panneau avant l'entrée de la file d'attente qui vous prévient que la sorcière peut vraiment effrayer les enfants, et c'est le cas, nous le savons tous.
Je dois vous dire même que pour le cas de Floride, je préfère largement le coaster des 7 nains parce que justement il est un petit peu plus fun, je trouve qu'il se passe des choses un petit peu plus enchantées, mais j'aime beaucoup aussi l'attraction que nous avons à Paris et les attractions qu'on retrouve à Disneyland Resort et à Tokyo maintenant, c'est vraiment très cool. Et alors est-ce que c'était vraiment légitime de faire ça? J'ai envie de vous dire évidemment, quand vous regardez le dessin animé, il est absolument terrorisant aussi pour les enfants. La scène avec les arbres monstrueux qui prennent vie, la transformation de la sorcière dans son antre maléfique dans les caves de son château, c'est un dessin animé qui n'y est jamais allé de main morte. Alors certes, l'attraction se concentre vraiment beaucoup sur ces parties-là, on aurait peut-être pu plus profiter des scènes de chant des 7 nains dans les mines, etc. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je préfère un peu plus le coaster, c'est parce qu'on voit un peu autre chose, mais on peut pas blâmer un dark ride comme celui-ci de vraiment se concentrer sur les parties les plus chocs du film, puisque ce sont celles vraiment qui sont les plus réussies, et qui tourmente vraiment notre héroïne Blanche-Neige. Donc le train fantôme ici est très réussi, et je pense qu'il est important d'avoir au moins une attraction comme ça, bien qu'elle se situe à Fantasyland, comprenez bien que les enfants peuvent être vraiment terrorisés par cette attraction, et nous adultes en tout cas, on se plaira bien justement à avoir une attraction plus sombre pour ce dessin animé. C'est clairement des attractions qu'on ferait plus beaucoup maintenant d'ailleurs sur les classiques Disney, on voit vraiment que c'est beaucoup plus des attractions friendly, ce que je vais appeler, voilà, c'est vraiment fait pour plaire au public, aux enfants, aux familles, sans les choquer, mais juste pour les émerveiller. Et c'est justement un petit peu le problème qui va se poser au fur et à mesure de ce type d'attraction qui va amener à ne plus vraiment exister. Ensuite, bien sûr, on parlera de Haunted Mansion en 69 et en 71, voilà, donc les versions américaines qui ouvrent à la fin des années 60 et début 70. Alors ici, c'est une attraction qui, bien sûr, va avoir une certaine forme de peur, surtout par l'ambiance, en fait, la mise en scène, et puis forcément le thème, mais on a aussi affaire à une attraction qui est vraiment très décontractée, décomplexée. C'est une maison hantée où finalement c'est une fête qui a lieu, c'est un grand rassemblement, c'est plus quelque chose de sympathique, avec un petit peu d'humour à droite à gauche, même si c'est de l'humour noir. Mais tout de même, dans cette attraction, on a des fantômes, nous avons des esprits, des objets volants, tout cela dans un univers très calme, orageux, donc forcément c'est quand même assez hostile, c'est très froid, et donc on va le voir après dans Phantom Manor, ça va être accru. Mais surtout, moi ce qui me fait vraiment le plus flipper dans Haunted Mansion, ce sont les pop-up ghosts. Alors il y en avait également dans le grenier, les pop-up ghosts, ce sont les fantômes qui surgissent de derrière les meubles ou de derrière les tombes si vous vous trouvez dans le cimetière. Donc ils existent encore dans le grenier à Tokyo, mais par contre quand il y a eu la mise à jour avec Constance Hatchaway dans le grenier, ils ont été retirés. Ça, croyez-moi, dans le cimetière, pour l'avoir fait en Floride, franchement, vous pouvez faire le manoir des dizaines et des dizaines de fois. Je me suis laissé avoir à chaque fois vraiment une tombe qu'on regarde et puis d'un coup, boum, il y a un fantôme qui surgit. C'est pas un gros jumpscare, mais il y en a. Et ça, il faut se le dire quand même, que ce sont des choses qui n'existent pas non plus à Phantom Manor d'ailleurs. Et c'est cette idée en fait de faire peur un petit peu à la façon d'Halloween, d'effrayer pour faire rire en fait. Mais ça fait tout de même un peu peur et forcément là les enfants peuvent être un petit peu ciblés également par ce genre de pop-up ghost. Ça reste quand même une attraction très sympathique, mythique, et qui a su justement réinventer le train fantôme entre guillemets, ou en tout cas le manoir hanté, pour le rendre non seulement beau, magnifique, grandiose, merveilleux, avec un style Disney absolument irréprochable, mais l'ambiance, le décor, le réalisme des effets spéciaux nous fait vraiment croire à quelque chose comme si on était plongé au sein d'un film d'horreur assez joyeux, d'une comédie horrifique, tout à fait réussi, et forcément ça peut toujours un peu impressionner un jeune public. Donc cette Haunted Mansion sera dupliquée à Tokyo, une version totalement similaire à celle de Floride, à ceci près qu'elle n'a jamais été vraiment mise à jour je crois, donc elle reste dans une version très old school. On parlera des localisations après, de chaque Haunted Mansion, ça me paraît aussi important d'y venir. Mais voilà, donc c'est une attraction qui n'a pas évolué une fois qu'elle a été apportée à Tokyo. Il faudra attendre donc Disneyland Paris en 1992 pour avoir une toute nouvelle version que nous connaissons tous, Phantom Manor à Frontierland, l'histoire de la mariée et du fantôme, blablabla, vous connaissez tout bien évidemment. Ce qu'il y a d'intéressant bien sûr déjà, c'est la première des choses qu'on voit avec le manoir, c'est d'en faire une version délabrée. Là ça apporte aussi quelque chose tout de suite de beaucoup plus effrayant, et on comprend qu'on a affaire à quelque chose de très fantomatique, de macabre dès l'extérieur, donc ça renforce forcément ce côté vraiment effrayant de l'attraction. Mais aussi son histoire, beaucoup plus triste, beaucoup plus macabre. Ici c'est un petit peu terminé cette histoire de maison de retraite pour les fantômes, pour qu'ils puissent passer leurs vieux jours, leurs vacances, faire la fête. On a vraiment affaire à une véritable histoire de fantômes au sens européen le plus pur,
une malédiction qui a frappé un endroit et qui est complètement damné pour l'éternité, avec tous ses participants en son sein qui restent maudits et qui sont malheureusement condamnés à errer dans ce lieu sans vie, complètement mort, avec une histoire très tragique là aussi. L'attraction fait un petit peu plus peur aussi que Haunted Mansion, par l'ambiance qui s'est créée là aussi, qui a été renforcée, je pense à la musique. Si l'éclairage et les participants sont un peu les mêmes, on a quand même Fantôme, qui donne d'ailleurs son nom à l'attraction, qui est vraiment le méchant de l'histoire. Constance Hatchaway, Haunted Mansion n'a pas toujours existé, mais nous on a toujours eu ce fantôme pour montrer qu'il y avait une figure du mal, en plus du côté hanté, qui était présente dans Phantom Manor. Donc c'est vraiment vous dire que les fantômes qu'on va y trouver à l'intérieur, pour certains, ne seront pas en plus très sympathiques et ne seront pas très farceurs, ils seront plutôt méchants. C'est ce qui va renforcer le côté très très terrorisant de l'attraction. Et là aussi, vous avez une plaque à l'entrée pour vous prévenir que les enfants peuvent être un peu choqués par cette attraction. Je ne sais plus si elle existe d'ailleurs depuis la mise à jour, ou alors elle a été déplacée, parce que je suis pas certain que le poteau sur lequel elle se trouvait est toujours là. Mais en tout cas, c'est quand même une attraction qui reste assez flippante, et là aussi, on a au moins cette mise à jour de fête, et c'est assez osé. On aurait très bien pu, finalement, question d'éthique, dupliquer Haunted Mansion, mais la question c'était de savoir est-ce que ça aurait plu aux Européens. Moi je pense que oui, personnellement, mais on n'aurait jamais eu tous ces fans de Phantom Manor pour exister, pour nous raconter l'histoire, et pour aimer justement tout le mystère qui trône autour de l'attraction. Donc rien que ça, c'est un coup de génie, c'est un coup de maître d'avoir fait quelque chose d'aussi précieux, peut-être même un peu trop, j'ai envie de dire. C'est quelque chose vraiment de... La plupart le commun des mortels des guests de Disneyland Paris ne saisit pas la vraie sève, la texture de Phantom Manor. Il y en a beaucoup qui passent à côté du sujet, un petit peu moins maintenant peut-être avec la mise à jour, mais quand même. Donc c'est un sujet très précieux, très fermé, mais à la fois aussi très intéressant d'avoir apporté ça. Et donc c'est une pure réussite, et je pense qu'il fallait oser à ce point, donc c'est tout à fait juste, c'est moral là aussi, c'est un véritable sans faute pour l'instant. Les attractions qui font peur, on arrive quand même à faire quelque chose de tangible et de purement réussi. Alors ensuite, on ne parlera pas seulement des attractions qui font peur par le sentiment, mais on pourra également parler des attractions qui font peur par les sensations, puisque dans les années 90, c'est le début des attractions à looping et à sensations accrues dans les parcs Disney. Ça va commencer notamment chez nous, à Disneyland Paris, qui reste à cette heure le resort qui a le plus d'attractions à sensations pures, avec Indiana Jones et le Temple du Péril et son premier looping de l'histoire des parcs Disney. Voilà, même si c'est petit, même si c'est pas grand chose, on a quand même ensuite cet effort qui se poursuit avec Space Mountain et ses 3 loopings et son launch très impressionnant pour l'époque, qui là aussi renforce le sentiment de surprise. Ça se fera aussi plus tard à Disney California Adventure avec California Screaming, puis ensuite on aura aussi Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, que ce soit en Floride ou chez nous. L'ère du coaster à looping vraiment se démocratise et ça fonctionne très bien. Ça amène aussi un public plus large chez Disney, des gens qui n'ont pas seulement envie de voir l'univers des dessins animés ou de la magie retransposée dans des parcs bisounours et très friendly, mais voir aussi des choses qui sont plus adaptées justement à leur goût, à leur passion, des choses un petit peu plus brusques, plus sauvages, plus dangereuses, et c'est ce dont nous allons parler également dans la prochaine attraction, Indiana Jones Adventure, que je vais rapidement évoquer là aussi, puisque c'est pas tout à fait une attraction de peur, mais c'est une attraction, tout comme Dinosaur va l'être également en Floride, très brutale, très choc, dans l'obscurité, avec des apparitions parfois monstrueuses. Ce sera les dinosaures dans Dinosaur, ce sera autre chose dans Indiana Jones Adventure, que ce soit les momies, le serpent géant. On ne sait pas vraiment où on va, on n'arrive pas à avoir un sentiment de repère dans ces attractions, ça va très très vite, on sent qu'il se passe plein de choses aux alentours, on sent que on se fait presque tirer dessus, on se fait prendre en chasse, on se fait poursuivre, et ça peut faire très très peur. Moi dans Dinosaur, j'ai vu plusieurs enfants pleurer dans l'attraction. On retrouve la magie Disney, le succès de faire vivre des choses à ses spectateurs, de savoir vraiment leur faire ressentir quelque chose, de subvenir à leur besoin de s'émerveiller, de se divertir, même quand c'est pas forcément très rigolo et amical. Donc là aussi, ça marche du tonnerre pour ces attractions-là. Également en 1995, nous aurons une autre attraction qui va ouvrir cette fois-ci au Magic Kingdom, et qui est un spectacle qui s'appelle Alien Encounter. L'attraction sera aussi conçue en partie par George Lucas, et qui s'inspire des films Alien qui ont vraiment été démocratisés après le succès de celui de Ridley Scott et de James Cameron. Il y avait donc le 3 qui était sorti en 1992, qui est d'ailleurs un des plus mauvais Aliens qui soit à mes yeux. Mais on voit vraiment que ça marchait du tonnerre, et que justement c'était aussi la possibilité de se mettre dans la poche ce public de science-fiction, et justement là Alien c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'horreur dans l'espace. Tom Holland était
plus ou moins conçu pour ça, bien que Tomorrowland c'est vraiment un land de lumière, de progrès, où tout est magnifique. Un petit peu comme Discoveryland, ce sont les visionnaires du futur parfait, merveilleux, donc c'était assez osé là aussi de le faire. C'est une attraction que j'ai pas pu faire et qu'on connaît très très peu puisqu'elle est fermée depuis maintenant longtemps. Mais c'était très intéressant justement de jouer là aussi sur la carte purement horrifique de l'attraction. Ici il n'y a vraiment que ça, là aussi il y avait un panneau à l'entrée pour déconseiller l'aventure aux jeunes enfants puisque c'est une attraction totalement catastrophe. En fait, le pitch, c'est que vous entrez dans un bâtiment qui vous propose de découvrir une sorte de laboratoire avec des robots qui ont capturé un petit alien. Il y a une expérience faite sur cet alien dans une salle circulaire dans laquelle vous êtes assis. Et le tube est au milieu avec l'alien. Et cet alien va grossir, va devenir monstrueux, va s'échapper du tube et va rôder aux alentours de la salle. Je pense que c'était sans doute une attraction très similaire à It's Tough to Be a Bug qui est encore située au Disney's Animal Kingdom, par les effets spéciaux en salle qui devaient être très impressionnants et devaient vraiment renforcer le sentiment d'immersion et de danger qu'il y avait dans la salle. Un petit peu peut-être aussi de la même manière avec nous Armageddon, les effets spéciaux qui restaient aussi une attraction catastrophe. C'était aussi, je crois, la seule et unique fois qu'on avait une attraction qui faisait très peur à Tomorrowland. Si vous voyez un peu les autres attractions, il y en a certaines qui sont un peu effrayantes, mais aucune n'a pour but de vraiment effrayer pleinement son spectateur. Space Mountain, Buzz Lightyear, que ce soit Autopia, le reste, voilà, Star Tours, tout ça, ça ne fait jamais vraiment très peur, en tout cas en premier lieu, alors que là, Alien Encounter, c'était vraiment une rencontre du troisième type, entre guillemets, qui était faite pour vraiment choquer son public. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a malheureusement pas revu. Je vous ai fait un petit peu tout ça dans le désordre, mais bien sûr, on va passer pour moi au chef-d'œuvre de l'attraction qui fait peur dans les années 90 dans les parcs Disney. C'est bien sûr en 94, la Tour de la Terreur en Floride. Pour moi, ce sera vraiment quelque chose de capital dans toute la liste, quelque chose qui est vraiment superbement bien fait. Je pense qu'ils ont un petit peu appris de toutes ces attractions, en tout cas celles qui existaient déjà avant, pour vraiment mettre la barre encore plus haut avec quelque chose qui là va allier la sensation et le scénario vraiment macabre, le scénario de malédiction, tout cela dans un bâtiment très très creepy, hanté, détruit. Donc là, tout est vraiment parfait pour vous donner le meilleur scénario possible de film d'horreur dans une attraction que vous allez vivre en tant que participant, et vous allez vivre justement ce grand saut qui va vous choquer, va vous surprendre et va vous en mettre plein la vue. C'est vraiment pour moi le fleuron des attractions Disney faites aux adultes, même si là aussi les enfants peuvent la faire, mais tout est fait pour vraiment vous foutre les chocottes à fond, et ceci toujours avec la magie et le savoir-faire Disney. On a donc encore une fois dérogé à la règle de Disney qui était que le bâtiment devait être magnifique, propre et tout. Ça, je pense que c'est une mauvaise règle, Oncle Walt, c'était très bien dans les années 60, mais il est important aussi de devoir donner de l'identité au lieu que tu vas rencontrer, et ici la foudre a frappé cet endroit, ça fait partie de l'histoire, c'est important de le voir de l'extérieur pour comprendre ce qui va se passer à l'intérieur. Donc le bâtiment est prestigieux, c'est un hôtel de luxe, mais on voit bien qu'avec le temps, tout s'est très mal passé, tout s'est dégradé, et s'il reste encore le strass et les paillettes, ils sont couverts de poussière, ils sont dépassés par le temps, ils sont fissurés, abîmés. On a déjà un sentiment d'appréhension avant d'embarquer dans l'attraction, tout est très froid, c'est un univers en fait terminé, on sent vraiment qu'on est passé après l'âge d'or de cette attraction, et qu'on est vraiment dans un âge sombre, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait là, la musique est très effrayante en fond, et tout est vraiment fait pour faire monter la sauce jusqu'au moment de l'attraction où vous allez chuter. Et là encore, bien sûr, en Floride, la meilleure attraction, c'est celle-ci, puisque vous voyagez le temps d'un moment à travers la 4e dimension, dans cet univers de néant, cet univers infini qui, là aussi, ne fait pas vraiment peur, mais nous impressionne et nous bouleverse totalement. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, mais de très 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 oppressant. Et bien sûr, après, il y a les chutes, il y a la malédiction qu'on connaît. C'est une attraction formidable, et là aussi, on a pris le risque de choquer et d'aller beaucoup plus loin que les attractions Disney. C'est très très bien d'avoir une attraction comme celle-ci, puisque justement, là, ça satisfait un très 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 large public amateur d'horreur, de sensations et d'histoires vraiment très 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 mystérieuses. Alors, petite anecdote aussi pour conclure, à l'ouverture, je crois, de Tokyo Disneyland, il y avait aussi un walkthrough des méchants sous le château, alors là, il n'y a pas beaucoup de documentation à ce niveau-là, c'est une attraction qui a fermé, et ça faisait apparemment très peur aussi pour les enfants, c'était pas super adapté, mais on avait finalement un petit peu d'attractions terrifiantes dans chacun des parcs, si on fait un petit peu le décompte. Tout le monde avait sa maison hantée, tout le monde avait quasiment sa tour de la terreur, etc., etc., c'était à peu près bon. Et au début des années 2000, tout cela s'est un petit peu brutalement arrêté, et on a un énorme ventre mou.
Toutes les attractions qui vont suivre pour la plupart vont être beaucoup plus centrées déjà par le futur sur les films, mais aussi sur des concepts beaucoup plus merveilleux, enchantés, beaucoup plus amicaux pour le guest qui va se balader dans les parcs Disney. Alors qu'on se comprenne bien, je pense pas qu'il faut une multitude d'attractions vraiment terrifiantes et qui s'adressent au public adulte dans les parcs Disney, mais il est toujours bien d'en créer au moins une, voire deux par parc, et ce n'est pas toujours le cas, on va en parler tout de suite. Mais avant cela, donc on va revenir un petit peu sur les différentes locations, en tout cas des manoirs Disney. Donc on a commencé avec celui de Californie qui se trouve à New Orleans Square. Alors pour la petite histoire, ce manoir est très très connecté à Pirates des Caraïbes puisqu'il se trouve dans le même land. Et donc ici c'était vraiment la version d'essai. Le bâtiment proposé pour la maison hantée n'était pas du tout prévu pour accueillir cette attraction, je parle de la maison avec les colonnes, celle qu'on peut voir. Donc là aussi on voit que finalement c'était un petit peu improvisé, mais ça fonctionne toujours très très bien. L'attraction a été merveilleusement conçue dans New Orleans Square, dans un land américain, donc ça fonctionnait très bien. Maintenant l'idée était de le refaire en Floride, où ça marche très très bien aussi dans Liberty Square. Alors, je ne suis pas allé en Californie, mais en Floride, par contre, ce qu'on peut constater, c'est que le manoir est très très beau, il est au bord des Rivers of America, mais pour ceux qui connaissent Disneyland Paris, il est beaucoup moins mis en valeur dans le parc que Phantom Manor dans Frontierland. C'est-à-dire qu'en Floride, il faut vraiment se trouver dans la rue de Haunted Mansion, bien en face de l'attraction, pour pouvoir profiter un petit peu de la beauté du manoir. Je dirais même qu'on en profite un peu plus dans la file d'attente, encore que, elle est couverte, donc on voit pas forcément très bien le manoir non plus. Mais en tout cas, Liberty Square, même si c'est un petit land, il est magnifique, il retrace très très bien le sentiment de visiter un peu les États-Unis au moment de la grande liberté après la guerre d'indépendance. Toutes ces petites boutiques, son architecture typique, moi j'ai beaucoup aimé ça et c'est vraiment ce qui fait encore que c'est mon attraction préférée, j'adore comment elle a été intégrée dans cet endroit de Disney. On en avait parlé donc, mais c'est extrêmement gonflé de créer une attraction maison hantée dans un Frontierland, mais alors là c'est parfait, on a quand même cet exclu à la fin de l'attraction d'avoir cet univers Far West complètement fantomatique avec le shérif, le voleur, la danseuse de French Cancan, le barman, tout ça, c'est magnifique, ça c'est vraiment ce que Disney peut proposer de plus fou, de jamais vu, de totalement inédit, et on peut encore une fois remercier les Imagineers d'avoir fait ça pour nous. Alors à Tokyo, l'attraction n'a jamais vraiment pris place dans un land qui lui correspondait, déjà parce que c'est une copie, mais aussi parce que il n'y avait pas de land représentant l'Amérique et qu'on n'a pas voulu faire un nouveau concept de Haunted Mansion pour les Japonais. On a voulu reprendre la copie, et comme ça devait certainement être un petit peu difficile de faire un land américain pour eux, parce que je le rappelle aussi, on le voit très bien dans Imagineering Story, la conception de Tokyo Disneyland a été assez rapide et a été surtout faite sur une multitude de copies d'endroits des deux resorts déjà existants, donc ils n'ont pas beaucoup innové, et donc c'était impossible de la mettre à Tomorrowland, fort peu probable de la mettre à Frontierland ou Adventureland, donc c'était beaucoup plus simple de la mettre dans Fantasyland, où finalement ça s'inscrivait le mieux. Après tout, une histoire de fantôme, ça peut rejoindre le merveilleux des contes de fées dans une certaine manière. Voilà, il faut se dire que c'est pas uniquement pour le fait qu'ils ont une autre approche des histoires de fantômes, c'est pas seulement ça, c'est parce que vraiment ils ont jamais innové chez eux, sinon il y a fort à parier que s'il y avait eu Haunted Mansion au Japon, spécialement conçu pour eux, ça aurait été dans un land totalement inédit, ça aurait été fait d'une meilleure manière, mais là c'était juste dupliqué, donc on a mis ça à Fantasyland, c'était le seul land qui correspondait le mieux à l'attraction, je pense. Maintenant, on va donc arriver à Mystic Manor en 2013, donc vous voyez, vraiment très très longtemps avant de pouvoir refaire des attractions terrifiantes inédites. Et Mystic Manor, vous allez pouvoir le voir dans un instant sur les concept art que je vais vous proposer, et je remercie d'ailleurs Galad de Phantom Manor Legends de m'avoir fourni ces concept art venant du livre Haunted Mansion, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin voilà. Et donc, on peut voir vraiment que c'est la digne héritière Mystic Manor de Haunted Mansion, mais cette fois-ci, ça va être totalement nouveau, comme je vous l'ai dit, une nouvelle version qui va être vraiment adaptée au public chinois. Donc ce sera plutôt ici un manoir déjà qui n'a pas subi de malédiction, un manoir qui va très très bien, une collection qui est faite par un aventurier et qui a tout entreposé dans son manoir, et il a une nouvelle pièce qui va rapporter d'un voyage, qui est une boîte à musique, et son petit singe Albert va l'ouvrir et répandre la malédiction, ce qui va donner vie en fait à toutes les pièces de collection, tout ce qu'il a ramené dans son manoir va prendre vie et va danser et va s'animer au rythme en fait de la musique qui va donner vie à toutes ces pièces de collection. Donc ici finalement on entre un peu dans un autre domaine qui est quasiment celui de la possession. Ça peut être très intéressant, on voit vraiment que les concept art nous préparent à une attraction quand même qui va faire peur, qui va proposer des monstres, qui va proposer des choses complètement paranormales, tout cela toujours dans une ambiance macabre, un petit peu pseudo-réaliste, avec une mise en lumière qui va être vraiment très tamisée là aussi. On voit que les papiers peints sont très violets comme dans Phantom Manor, comme dans Haunted Mansion. Moi je dis oui, je valide totalement, en plus on aura le trackless qui va apporter beaucoup à tout cela.
mais on a quand même affaire à la nouvelle version effrayante, et peut-être même, entre guillemets, à une déclinaison de Haunted Mansion façon Adventureland. Je rappelle que l'attraction va se situer dans Mystic Point, qui est un petit peu le prolongement entre guillemets d'Adventureland, donc ça va être très intéressant de découvrir cette nouvelle approche, puisque le manoir se situe un petit peu à la lisière de la jungle, ça touche à l'exploration, à l'exotisme, donc ça peut être très très cool justement d'avoir cette version un peu Adventureland de Haunted Mansion. Donc j'ai suivi de près vraiment l'élaboration et la conception de cette attraction, et quand ça a ouvert en 2013, je dois vous dire que j'étais quelque peu déçu quand même. Si je parle à l'état brut, c'est une très belle attraction, le trackless et le mapping offrent vraiment quelque chose de magnifique et qui a propulsé, je trouve, vraiment l'Imagineering Disney un cran en avant. C'était assez fantastique. Au premier tour, je me suis demandé sur plein d'endroits, sur plein d'effets spéciaux, mon Dieu, comment c'est fait? J'arrive pas à comprendre. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait une éruption de magie à chaque endroit, à chaque salle de l'attraction, et ça, c'était vraiment très 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 réussi. Le problème, c'est que tout a été édulcoré et que quasi rien n'a été respecté par rapport aux concept art originaux. On retrouve bien sûr la construction des scènes qui est tout à fait pareille, mais on est totalement dans un univers qui est beaucoup plus cartoonesque, beaucoup plus léger. Je dirais même que c'est surtout le problème avec Mystic Manor, quasi rien ne va être hostile. On est vraiment dans quelque chose de la nuit au musée. Alors on a le côté joyeux bien sûr de Haunted Mansion, mais on n'a jamais ce côté où tout va partir en vrille et où finalement on n'est pas les bienvenus dans ce manoir. Ce sont simplement des objets, simplement des choses qui vont s'animer, certes de façon un petit peu brutale, mais jamais de manière à nous surprendre, jamais de manière paranormale pour pouvoir nous montrer des créations, des monstres. C'est pas très surprenant, c'est pas très mystique malheureusement, hein, puisqu'on est vraiment dans un univers qui est mis en lumière, qui est coloré. Je pense aussi par exemple à la fresque avec Méduse qui est une reprise de Haunted Mansion. On voit que c'est beaucoup plus adouci justement pour un public qui va être plus familial que Haunted Mansion et Phantom Manor. Alors ça peut aussi se comprendre par le fait qu'à Fantasyland, dans Hong Kong Disneyland, on a très peu de dark ride, il leur fallait peut-être avant tout une attraction familiale avant d'avoir une attraction qui fasse peur, mais c'est ça le souci, c'est que moi on m'avait vraiment vendu une nouvelle Haunted Mansion, une nouvelle attraction où il y aurait une malédiction, où tout se passerait mal, et s'il n'y avait pas de fantôme en tout cas, on m'avait quand même vendu sur le papier une maison qui serait possédée par une sorte de malédiction qui créerait des monstres qui nous proposeraient vraiment des choses absolument macabres. On va même constater que la malédiction, encore que malédiction, moi je trouve que c'est plus une magie enchantée qui va apporter de la vie à ce manoir, plus que vraiment le détourner en catastrophe, même si bon ça peut se discuter, mais cette malédiction ne dure que le temps d'un ride. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le manoir, tout va bien, et quand vous en ressortez, tout va bien. Personne n'a vraiment été blessé par cette malédiction, Albert a été un petit peu perturbé, mais Lord Henry Mystique ne s'en est même pas rendu compte, quoi. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est extrêmement adouci pour faire en sorte qu'on ait un happy end, pour faire en sorte que l'aventure, elle était plutôt rigolote, sympathique, et que finalement, elle n'a pas vraiment explosé. Si à la fin tout rentre dans l'ordre, c'est nous montrer que finalement cette malédiction n'a pas eu raison des lieux, n'a pas vraiment causé une très grosse pagaille, tout va être nettoyé, tout va être réparé, et puis on n'en parle plus. C'est donc pour moi une attraction du coup qui, une fois que tu en es sorti ou avant d'être rentré, n'a pas énormément d'existence à l'extérieur. Pas comme Phantom Manor ou Haunted Mansion, où déjà avant d'entrer, tu sais déjà qu'il s'est passé quelque chose et que ça va rester, que c'est une sorte de légende éternelle qui trône sur tout le land. Mystic Manor, c'est uniquement une fois que vous êtes dans l'attraction qu'il se passe ces choses-là, donc c'est très éphémère comme sentiment justement de merveilleux, et toute cette magie répandue sur le land ne dure qu'un temps très minime. C'est un peu tout cela que je trouve dommage vraiment avec Mystic Manor. On a un potentiel qui a été fortement réduit, je comprends un petit peu pourquoi, mais c'est pour ça que je trouve parfois même un petit peu prétentieux qu'on la classe dans la catégorie des Haunted Mansion. La volonté était là, mais on a clairement affaire à un manoir un peu plus cartoonesque, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus enfantin, moins dangereux, moins macabre, moins aventure. C'est presque plus une attraction qui a sa place dans Fantasyland, c'est presque plus une attraction digne du conte de fées que de l'histoire tragique qui a mal tourné avec une histoire de possession et d'artefacts maudits. Évidemment, le chef-d'œuvre à ce niveau-là, ça reste la Tour de la Terreur japonaise qui est le fleuron, c'est la même histoire, c'est exactement pareil, mais avec cette approche là aussi beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus impactante pour le visiteur. Shanghai à cette heure n'a toujours pas d'attraction véritablement hantée, véritablement effrayante, au moins eux ils ont un Pirate des Caraïbes, ce qui amène un univers plus sombre et un petit peu plus là aussi dangereux, mais il n'y a toujours pas de manoir hanté, et c'est ce que je vous disais, il serait peut-être temps justement de se réveiller un peu et de pouvoir créer de nouveau des attractions un petit peu plus hantées, un petit peu plus flippantes, un petit peu plus dignes du film d'horreur, parce que
Quand c'est Disney qui fait, au moins ça fonctionne toujours très bien, ça fonctionnait très très bien avant, c'était magnifique, je vois pas pourquoi on pourrait plus en faire maintenant. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, je vous remercie à vous de l'avoir suivi, on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres sujets à traiter, d'autres vidéos sur les films, d'autres vidéos du Panthéon et tout ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se dit à la prochaine, bye bye.